Bonjour à tous, nous allons démarrer ce nouveau rendez-vous expert. Euh, il y a eu un premier rendez-vous la semaine dernière animé par Rothschild & Co. Nous avons pu faire un point macroéconomique et également évoquer la composition et les résultats du fonds Russia Global. Aujourd'hui, ce rendez-vous est lié à la pierre papier, ce qu'on appelle la pierre papier, donc les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, catégorie d'actifs pour lesquels il y a un engouement marqué depuis 2 ans. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. L'intervenant expert, on a la chance de pouvoir faire intervenir M. Christian Casuitolo, qui est l'un des fondateurs d'Immorente, donc l'une des meilleures SCPI qui soit, et qui est également le président de l'UNEP, donc qui connaît parfaitement ces sujets de la pierre papier. Je vais intervenir quelques minutes, puis M. Casuitolo, et ensuite, bien entendu, tout au long de cette web conférence qui va durer 1 heure, vous pouvez poser vos questions sur le chat et je les poserai directement à M. Casuitolo. Quelques informations nous rappellent. Notre métier de conseiller en gestion de patrimoine nous amène à vous proposer une allocation sur mesure. Alors, c'est quoi une allocation sur mesure? C'est bien entendu de tenir compte, de prendre en considération votre sensibilité au risque et aussi votre durée ou votre horizon d'investissement. Nous respectons toujours dans nos allocations un vieil adage qui demeure on ne peut plus important et de tout temps, la diversification. Donc, vos investissements sont toujours répartis entre du fonds en euros, qui vous permet, sur lequel il n'y a pas d'aléa boursier. Donc, le fonds en euros ne peut pas baisser en termes de valeur, mais on a, je donnerai quelques chiffres tout à l'heure également, quand même une rémunération qui a fortement baissé ces dernières années et qui va continuer progressivement à baisser. Donc, il faut du fonds en euros pour vous assurer de la liquidité si vous avez des besoins financiers à court terme et jusqu'à 5 ans. Et ensuite, il y a lieu de trouver d'autres moteurs de performance. Dans ces moteurs de performance, il y a bien entendu ce qu'on appelle les unités de compte, les OPC, les organismes de placement collectif, où là, ceux-ci sont catégorisés sur une échelle de risque de 1 à 7. Et aujourd'hui, vous le savez, le fonds Russia Global a vocation à récupérer auprès de nos clients globalement l'ensemble des unités de compte, donc des OPC. On va parler aujourd'hui d'un autre moteur qui est l'immobilier. L'immobilier qui peut être investi en direct dans le cadre d'investissement, l'achat par exemple d'un appartement qui sera loué ou de la pierre papier, et vous verrez qu'il y a le mérite là aussi de la diversification. Et ensuite, il y a aussi d'autres produits, ce qu'on appelle les produits structurés par exemple. On fera prochainement une webconférence sur cette thématique, c'est comment construire un produit structuré. Et il y a aussi un autre axe sur lequel on sera présent dans les mois qui viennent, ce qu'on appelle le private equity. Le private equity, c'est la possibilité pour vous, pour nous, d'investir dans des PME et donc ainsi de soutenir l'économie réelle. Quelques chiffres. L'assurance vie en France demeure le placement préféré des Français, puisque à aujourd'hui, au 31 décembre, il y avait 1788 milliards, donc je répète, 1788 milliards investis sur l'assurance vie, avec une forte pondération sur les fonds en euros. 80% de l'épargne des ménages français sur l'assurance vie est investie sur les fonds en euros. Donc la partie OPC, dont je parlais tout à l'heure, avec des fonds comme Russia ou d'autres unités de compte, représente moins de 20%. Le rendement moyen des fonds en euros en 2018 a été de 1,8% et en 2019 a été peu ou prou de 1,7%. Donc 2018, 1,8%, 1,7% pour 2019 et on peut s'attendre pour cette année 2020 à une rémunération comprise entre 1,60 et 1,50. Dans ce contexte de taux bas, les SCPI sont aujourd'hui plébiscités par les épargnants puisque l'an dernier, le rendement moyen des SCPI, je parle bien du rendement, il peut aussi y avoir l'augmentation de la valeur de la part, le rendement moyen des SCPI servis l'an dernier a été de 4,40. Donc c'est là où les SCPI
demeure un instrument financier intéressant pour des personnes souhaitant notamment un complément de revenu immédiat ou un complément de revenu futur pour la retraite. Donc on a en effet aujourd'hui une différence de rémunération importante entre les SCPI et le fonds euro. Les SCPI ont collecté en 2018 5 milliards d'euros. En 2019, 8,6 milliards d'euros, donc une forte augmentation de cette collecte. Et il est certain qu'en 2020, la collecte sera également très forte sur cette classe d'actifs. Sofidy, qui interviendra, donc dans M. Casuitolo, qui interviendra, est l'un des leaders de la pierre papier, qui depuis le début a toujours fait en sorte que la gestion soit très diversifiée et donc prudente dans les investissements. C'est la seule structure, à ma connaissance, qui limite la collecte de la part des particuliers ou des investisseurs, puisque il nous est déjà arrivé d'avoir des clients, certains d'entre vous, qui voulaient investir des sommes vraiment importantes, du type 500 000 euros ou jusqu'à 1 million d'euros sur des SCPI gérés par Sofidy. Et il y a une limite, quand on investit en direct, à hauteur de 100 000 euros pour Immorente et 100 000 euros pour Efimo. Donc, concrètement, c'est la seule structure commerciale que je connaisse où si l'un d'entre vous veut investir 300 000 euros, nous aurons donc un refus de la part de Sofidy avec un montant plafond de 100 000 euros pour Immorente et Efimo. Pourquoi? Et c'est une... Alors nous, ça nous ennuie quelque peu, et vous aussi, mais cela permet au groupe Sofidy d'avoir ainsi un nombre d'investisseurs important et surtout de ne pas, s'il y avait un fonds d'investissement ou quelqu'un de richissime qui avait par exemple 10 millions d'euros sur Immorente et Efimo et que cette personne veut récupérer 5 millions d'euros, ça obligerait le groupe Sofidy à vendre éventuellement un petit peu d'immobilier. Et l'immobilier, par nature, est quand même un investissement long terme. Donc, en ayant beaucoup d'investisseurs sur des sommes à 50 et 100 000, ça permet à ce groupe d'avoir ainsi une forte diversification également du nombre de clients et ainsi d'avoir une collecte régulière. Et M. Casuitolo reviendra sûrement sur les chiffres de collecte qui ont eu lieu l'année dernière. Donc, j'avais rencontré M. Casuitolo il y a environ 10 ans. Donc, celui-ci m'avait présenté, bien sûr, et nous avait présenté le groupe Sofidy et les différentes SCPI. Mais avant tout, si je l'avais rencontré, c'était car bon nombre d'entre vous étaient déjà clients de cette SCPI, puisque Immorente a été créée en 1988, et nous avions énormément de retours positifs sur la bonne gestion et la bonne communication effectuée régulièrement par Immorente, directement auprès des teneurs de parts. Et c'est en ce sens qu'on avait eu ce rendez-vous qui nous avait permis de conclure un accord commercial de distribution pour à la fois de l'investissement en direct et aussi dans le cadre fiscal de l'assurance vie. Donc c'est en ce sens où l'intervention et le conseil surtout de conseiller en gestion de patrimoine est importante, puisque les parts de SCPI, Immorente et Efimo, peuvent être souscrites en direct ou au travers de l'enveloppe de l'assurance vie. Si les parts de SCPI sont souscrites en direct, eh bien, les revenus, les distributions de revenus qui sont trimestriels entrent dans la catégorie des revenus fonciers. Quand on a des revenus fonciers, vous le savez, on va avoir potentiellement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à 17,2. Donc, si certains de nos clients ont, par exemple, un taux marginal d'imposition, une TMI à 30%, ça veut dire que pour tout revenu foncier généré, perçu, pour chaque euro perçu, on va donc avoir une taxation. Si on détient en direct et avec un taux marginal d'imposition à 30%, on aura donc 30% d'impôt sur les revenus perçus générés par la SCPI, auquel on ajoute les 17,2 de prélèvements sociaux. Donc la note peut s'avérer très lourde, à 47,2%. En ce sens, certains d'entre vous ayant déjà des revenus d'activité ou des retraites importantes, on peut du coup loger à l'intérieur de l'assurance vie, ce qu'on a fait avec bon nombre d'entre vous, des parts de SCPI, les mêmes, Immorente et Efimo, mais à l'intérieur de l'assurance vie. Et là,
vous pouvez très bien laisser capitaliser les revenus perçus, générés par les SCPI pendant quelques années, puis ensuite, ou dès le début, on le fait également régulièrement, mettre en place ce qu'on appelle des rachats partiels programmés, donc des revenus que vous avez, des retraits qui sont programmés de vos contrats d'assurance vie. Donc ça peut se faire de façon immédiate, des rachats partiels programmés, ou de façon différée. Quelqu'un qui aujourd'hui serait actif et qui prendrait sa retraite dans 10 ans pourrait très bien laisser capitaliser l'intégralité des revenus générés à l'intérieur de l'assurance vie pour ensuite prendre des revenus lorsqu'il sera à la retraite. Autre point qu'il faut quand même prendre en considération, c'est le fait que les SCPI, bien entendu, c'est l'immobilier, et donc c'est une classe d'actifs que l'on doit déclarer à l'IFI lorsqu'on est donc redevable de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière. Les parts de SCPI ont bien lieu, bien entendu, d'être renseignées et donc taxées. D'où le rôle à nouveau de votre conseiller en gestion de patrimoine, de faire avec vous les calculs pour voir si vous êtes déjà à l'IFI ou pas, et de pouvoir calculer si cet investissement, vous venez à faire franchir ce seuil d'1 300 000 € de détention immobilière, où vous soyez déjà imposable à l'IFI, de se dire quel est mon rendement net d'impôt et net d'impôt sur la fortune immobilière. Donc pour toutes ces raisons, bien entendu, quand on investit, que ce soit sur des parts de SCPI, de l'assurance vie, du fonds en euros, des fonds diversifiés tels que Orussia, il y a tout lieu d'être accompagné par votre conseiller en gestion de patrimoine. Donc sur ma présentation, j'ai pu vous donner les quelques informations préalables qui m'apparaissaient importantes. Je ne sais pas si M. Casuitolo, il n'est pas là, il va arriver. Donc ce que je vous propose, donc on a déjà fait le point avec M. Casuitolo pendant cette période qui a affecté donc notre économie. On avait, dès le début de la pandémie, on avait pu faire le point avec M. Casuitolo à 2 reprises pour justement voir si les SCPI, dans cet environnement économique dégradé, est-ce qu'elles étaient impactées ou résilientes. M. Casuitolo a donc prévu un support de présentation que qu'on va vous présenter. Je vais au début vous le commenter et ensuite, bien entendu, il pourra prendre le relais. Allô? Oui, bonjour, Christian. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, bah parfait. Ah, voilà. Ça y est, très bien. Bonjour à tout le monde et merci de m'accueillir. Merci d'être parmi nous. Donc, je vous propose de démarrer la présentation à la fois du groupe Sofidi et des DESCPI, où bon nombre de nos clients ont déjà investi, considérant que bon nombre de nos clients ont déjà bien investi ont investi sur Immorente et FIMO. Donc, ce sera bien de parler de ces DESCPI. Et ensuite, j'ai quelques clients qui nous ont transmis des questions d'actualité que je vous poserai tout à l'heure. Et j'ai rappelé tous nos clients présents pendant cette web conférence. À tout moment, ils peuvent donc poser des questions sur le chat, des questions que je serai amené à ce moment-là à vous formuler. Avec plaisir. Bah, écoutez, je démarre? Oui, très bien, parfait. OK. Alors effectivement, on parle de Sofidi puisque c'est une société de gestion de SCPI. Sofidi a été créée en 87, il y a 200 salariés et on gère un petit peu moins de 7 milliards d'euros. Là, c'était 6 milliards d'euros, c'est les chiffres de l'année dernière, un peu moins de 7 milliards d'euros pour maintenant quasiment 4800 actifs. Tout type de biens immobiliers avec très peu de logements. Alors, en gros, je vais démarrer là. Ça, c'est Sofidi et l'UNEP a la particularité en fait d'avoir créé un des tout premiers contrats d'assurance vie de la place dans lequel on retrouve principalement de l'immobilier, dont les SCPI de Sofidi, pour justement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure au début de votre présentation, pour pouvoir avoir la maîtrise, je dirais, de la collecte au travers de l'assurance vie pour éviter peut-être des problèmes de marché secondaire un jour, chose qui ne nous est jamais arrivée.
Alors, je vais faire juste un premier rappel sur l'immobilier, très très rapide. Souvent, on voit dans la presse l'immobilier va bien, l'immobilier va mal. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque de quoi parle-t-on? L'immobilier, c'est quoi? L'immobilier, ça peut être de l'immobilier industriel, ça peut être de l'immobilier de commerce, ça peut être de l'immobilier de tourisme, ça peut être de l'immobilier d'entrepôt, ça peut être de l'immobilier d'habitation, et ça peut aussi être toute une série d'autres types de stockage, etc., etc. Et donc, l'immobilier, comme toutes les classes d'actifs, répond bien évidemment à la loi de l'offre et de la demande, à la loi du marché, en fait. Et en gros, par exemple, si on parle de l'immobilier industriel, on peut dire qu'il va mal, puisque la France se désindustrialise. Si on parle de l'immobilier commercial, quand on a créé Imorant, il y avait un magazine qui s'appelait 40 millions de consommateurs. Aujourd'hui, il y a quasiment 70 millions de Français en France, donc de Français. Et globalement, c'est ce qui a très fortement poussé l'immobilier commercial et donc ce qui a permis à la France d'être le numéro 1 de la grande distribution dans le monde. Tout ça pour dire quoi? Que l'immobilier, c'est un bien de consommation et on le consomme pour soit y vivre, soit pour y travailler, soit pour s'amuser, soit pour y stocker un certain nombre de choses. Et l'immobilier a une caractéristique. Tous ces types de biens immobiliers ont des caractéristiques communes, notamment en matière d'investissement. La première, c'est que l'immobilier, c'est un bien tangible, c'est du solide. La deuxième, lorsqu'on investit dans l'immobilier, en général, si on a un bien de qualité, on devrait, ou on a d'une manière générale, un locataire de qualité. Ça veut dire que dès le départ, lorsqu'on achète un bien immobilier, on connaît et on sait quelle va être la performance, en tous les cas le rendement locatif. Le seul risque qu'il y a, et j'y reviendrai tout à l'heure, je pense que ça doit faire partie des questions, c'est soit le risque de contentieux, soit le risque de défaillance à Covid, puisqu'on nous a obligés à fermer, hormis l'habitation, quasiment tous les types de biens immobiliers qui servaient à une activité professionnelle. Alors ça, c'est un point qui est quand même relativement important. Alors l'immobilier, c'est quoi? L'immobilier, le premier gros avantage de l'immobilier, comme dans tout type de placement, il y a des avantages et des inconvénients, c'est bien sûr que c'est un bien tangible. La deuxième chose, c'est un produit ou une source qui peut permettre d'avoir des revenus réguliers, mais ces revenus sont indexés. Ils sont indexés puisqu'ils sont indexés sur des indices. Si le bien a été correctement acheté, on peut espérer sur du moyen long terme avoir des plus-values. En fonction de la manière dont il est acheté, on peut avoir un certain nombre d'avantages fiscaux. Donc ça, c'est quand même, ça fait partie des avantages. L'inconvénient de l'immobilier, ou les principaux inconvénients, la première des choses, c'est que c'est un investissement à long terme. Donc ça manque de souplesse et de disponibilité. Alors quand je dis souplesse, si vous mettez 100 000 ou 200 000 ou 300 000 euros dans un appartement, c'est difficile de vendre la chambre du fond si vous avez besoin de 10 000 euros. Ensuite, c'est la concentration d'une somme importante sur un bien unique. Et bien évidemment, dans l'immobilier d'investissement, on a une relation avec un locataire qui est extrêmement encadrée au niveau juridique. Et donc, ça crée quelques soucis de gestion sur une longue durée et également d'entretien du local immobilier. Et en fait, c'est quoi une SCPI? Une SCPI, société civile, comme M. Lafont vous l'a indiqué tout à l'heure, société civile de placement immobilier. En fait, une SCPI, le P de placement veut dire qu'on fait appel public à l'épargne. Donc, il y a un organisme de tutelle, qui autrefois s'appelait la COG, aujourd'hui s'appelle l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui vérifie à ce que les droits et l'égalité entre tous les porteurs de parts soient respectés. La SCPI offre, je vais dire, une triple mutualisation du risque. La première mutualisation du risque, c'est le risque géographique. Il faut savoir que quand vous achetez une part de SCPI, si je prends le cas d'Imorant, Imorant aujourd'hui, c'est un peu plus de 3 milliards et c'est plus de 2000 locataires, 2400 locataires, eh bien, vous êtes propriétaire au prorata des sommes que vous avez mis du patrimoine passé, mais également vous allez devenir propriétaire du patrimoine futur. Ceci a deux vertus. Vous mutualisez le risque au niveau géographique, mais également au niveau sectoriel, puisqu'on peut avoir aussi bien des bouchers que des restaurants, que des pressings, que de la grande distribution, que des bureaux à des petites sociétés ou à des grandes distributions.
Et la troisième mutualisation, qui à mon avis est certainement une des plus importantes, c'est que comme tous les ans, vous devenez propriétaire du patrimoine futur, l'immobilier est un bien de consommation et les habitudes de consommation du bien immobilier changent. Et ben, fur et à mesure que vous détenez vos parts de SCPI, vous allez détenir des biens qui sont au goût du jour. Je m'explique. Historiquement, par exemple, on achetait que des commerces. Les Français se sont rués sur la grande distribution. Ensuite, on est retourné au centre-ville. Ensuite, il y a eu l'avenue d'Internet. Et l'avenue d'Internet a provoqué plusieurs choses. Elle a provoqué, on n'aimait pas les entrepôts. Maintenant, on a créé où les gens qui font du commerce sur Internet ont besoin de plus en plus d'entrepôts de proximité. Et donc, on s'est mis à acheter des entrepôts de proximité. Ensuite, les économies françaises ou étrangères, en tous les cas européennes, n'avancent pas au même rythme ou n'ont pas les mêmes caractéristiques. Acheter de l'immobilier industriel en Allemagne ne serait pas un non-sens. Acheter de l'habitation en Allemagne n'est pas un non-sens, dans la mesure où la relation entre le locataire au niveau d'habitation et le propriétaire en Allemagne est beaucoup plus favorable au propriétaire qu'en France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une SCPI, qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous achetez des parts de SCPI, la SCPI achète des actifs immobiliers avec un locataire à l'intérieur. Le principal leitmotiv de Sofidy, ça peut vous sembler paradoxal, mais quand on achète un bien, la première des choses qu'on regarde, c'est le montant du loyer. Et plus le loyer est faible, plus ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que plus le loyer est faible, moins on achète cher, puisqu'on achète sur la valeur sur la base du loyer. Et surtout, en cas d'augmentation des loyers, eh ben, c'est là où on peut avoir les plus grosses augmentations. Mais surtout, si jamais il y avait des périodes de crise ou des périodes de baisse de loyer, on serait les derniers impactés. Donc, on achète des biens immobiliers avec un locataire dedans. Et c'est nous qui gérons toute la partie entretien du parc immobilier et également des relations avec les locataires. C'est la raison pour laquelle il y a à peu près, il y a à peine 200 salariés à Sofidy. Pour ça, on la reverse à vous qui détenez des parts de SCPI, puisque vous êtes les associés. Mais en fait, c'est un produit financier. Il y a 4 commissariats aux comptes dans l'année, un par trimestre, plus un 5e qui est pour le rapport annuel. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le dividende. Mais la performance d'une SCPI, elle est faite, le moteur de performance provient de 2 choses. Un, bien sûr, les loyers, et 2, la variation du prix de la part. Il faut savoir que nous avons l'obligation de faire expertiser la totalité du patrimoine d'une manière approfondie tous les 5 ans. Ça veut dire qu'on fait 20% par an et d'une manière non approfondie tous les ans. Et donc, la valeur de la part, la valeur d'expertise. Et donc, en gros, si on prend une part de SCPI, ben, elle peut faire du rendement plus de la plus-value. Pour vous donner un exemple, sur Imorang, lorsqu'on a créé la part, elle valait à l'époque, la part était à 100 francs. Aujourd'hui, elle est à 302 €. Donc, la valeur de la part a fait plus que doubler. Et depuis cette période, on distribue un dividende qui, pour cette année, pour l'année dernière, a été d'un peu plus de 4,5%. Tout ça pour vous dire quoi? En fait, la SCPI, ça vous permet plusieurs choses. C'est d'avoir les avantages de l'immobilier que j'ai cité tout à l'heure en gommant les inconvénients. Les inconvénients majeurs, c'est les soucis de gestion. Là, vous avez une société de gestion qui les prend en charge. D'ailleurs, il n'est pas rare que pas mal de personnes qui partent à la retraite vendent les appartements qu'ils avaient en location pour prendre des parts de SCPI. Le deuxième inconvénient, c'est la souplesse et la disponibilité. Au lieu de mettre 150 000 € dans un appartement, vous achetez pour 100 000 €, on fait cas chez nous 100 000 € de parts de SCPI. Comme la part vaut 302 €, si vous avez besoin de 5 000 €, vous vendez pour 5 000 € de part. Vous n'êtes pas obligé de revendre la totalité de votre appartement. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus souple. Et bien évidemment, du coup, comme vous mutualisez les risques, eh ben, il y a de fortes chances qu'on lisse la performance, mais que la performance soit très, très stable. Nos parts de SCPI, même pendant la crise, n'ont jamais baissé de prix. Les loyers n'ont jamais baissé parce qu'on a acheté les parts avec les loyers le plus faibles possible.
Et en plus de ça, comme tous les ans, on collecte et que, je m'excuse de ce terme, c'est un terme, enfin je ne m'excuse pas d'ailleurs, c'est un terme vraiment commercial. Comme tous les ans, on a des nouveaux flux de capitaux, ça nous permet tous les ans d'acheter de l'immobilier. Et la manière dont on peut entretenir un bien immobilier, si vous voyez que dans Immorente, on a plus de 2000 locaux, on provisionne tous les ans entre 2 et 3% des loyers, mais comme tous les ans, on n'a pas la totalité du parc à entretenir, à rénover, à réparer, à changer une toiture, à mettre aux nouvelles normes, et bien globalement, ça nous permet d'avoir un parc immobilier qui est en permanence et vraiment au goût du jour en termes de technologie pour les bureaux, en termes de normes pour les commerces. Donc en gros, la SCPI, c'est les avantages de la pierre et ça engomme les principaux inconvénients. Alors malgré tout, la SCPI, ça reste de l'immobilier et ça reste de l'immobilier et donc c'est un investissement sur du moyen long terme. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas de sens d'investir dans des parts de SCPI en dessous d'une durée envisagée d'un horizon de placement de 8 ans. Alors ensuite, l'avantage de la SCPI, comme l'a dit M. Lafont tout à l'heure, c'est que ça permet soit de se générer des revenus quand on l'achète cash, soit on peut l'acheter à crédit puisque c'est de l'immobilier et là, on déduit les intérêts d'emprunt et donc fiscalement, ça peut être intéressant. Et donc du coup, si on met 50 000, on achète pour 100 000, on valorise son capital. Ça règle pas mal de problèmes d'ordre successoraux dans la mesure où quand on a un appartement, s'il y a plusieurs héritiers, on est obligé de le vendre pour séparer, pour que chacun touche ses parts. Là, il y a des parts, il y a des héritiers qui gardent leur part, d'autres qui les vendent. Chacun fait ce qu'il veut de sa part d'héritage et il n'y a pas d'attrait affectif. Et puis l'autre solution aussi, c'est d'acheter en démembrement ou en assurance vie, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Donc la SCPI a vraiment beaucoup de vertus. Par contre, il ne faut pas rêver, les parts de SCPI, en termes de performance, ne vous feront pas grapper aux arbres. Il faut savoir que, par exemple, cette année, qui est une année quand même relativement difficile, on est déjà en train d'encaisser, on a déjà quasiment encaissé 2 trimestres de loyer. On a les valeurs d'expertise de début d'année. Donc, cette année, sur Immorente et sur Effimo, on sait qu'on va tourner entre 4,10 et 4,50 de performance distribuée. Donc, ce qui n'est pas une performance extraordinaire, mais c'est une performance qui est très, très stable comparée aux 4,50 et d'Immorente l'année dernière et aux quasiment 5 d'Effimo l'année dernière. Plus, on ne sait pas s'il y aura des plus-values réalisées, mais on se laisse la liberté de voir comment le marché immobilier va se passer. Alors, j'étais un peu rapide peut-être, mais comme c'est par visio, je n'ai pas trop l'habitude. Je me tiens, sauf si vous voulez que je rajoute des choses, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, notamment, si vous le souhaitez, comment on gère, je dirais, la crise du Covid, qui, je vous le rappelle, n'est pas une crise immobilière, mais qui est une crise sanitaire qui risque de déboucher ou qui débouche sur une crise économique, mais pas forcément immobilière. Vous avez bien fait de rappeler un autre mode de détention qui est très très intéressant, qui est le démembrement de propriété, puisque nous avons un nombre important de clients qui sont en phase de constitution ou développement de leur patrimoine. Ils n'ont pas besoin, pendant une durée déterminée, puisque généralement on fait ça bien entendu avec un usufruit temporaire sur 15 ans, et ce qui permet bien à nos clients d'acheter la nue propriété de part avec un démembrement sur 15 ans, et 15 ans plus tard d'être plein propriétaire le jour où ils seront idéalement à la retraite pour avoir un complément de revenus important. Au niveau de la présentation, il y avait d'autres slides, mais en effet, on va aller plus vite sur les autres slides. Si vous voulez, comme je ne les ai pas vus défiler, moi, je veux bien les voir et les. Donc, la prochaine, c'est. Je vais la commenter. C'est en effet les différents critères pour le choix d'une SCPI. Et ensuite, il y aura une mini présentation d'Immorente et d'Effimo en une page pour chaque, une page pour Immorente, une page pour Effimo. Je vous laisserai commenter la page pour Immorente et la page pour Effimo. Et après, bien sûr, je vous poserai un certain nombre de questions. Donc oui, toutes les SCPI ne se valent pas. Et loin de là, il y a une énorme collecte depuis 3 ans. Certaines sociétés gestionnaires de SCPI, et je ne peux pas
donner de nom, mais toutes les SCPI ne sont pas bonnes. Je suis excessivement confiant dans la bonne gestion de votre groupe, du groupe Sofidy, mais d'autres sociétés de gestion collectent aujourd'hui des sommes astronomiques sur leur SCPI et ne font pas preuve de sélection dans les biens dans lesquels ils investissent. Donc oui, il y a des critères pour choisir de bonnes SCPI, la taille. Oui, je préfère une SCPI telle que Immorente, où il y a plus de 2000 locataires. Eh bien oui, c'est rassurant, c'est la diversification. Le rendement, bien sûr, il faut en tenir compte. Le report à nouveau, on en parlera tout à l'heure. Le taux d'occupation financier, donc il y a un certain nombre de critères, mais ça, c'est le travail des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, d'être très sélectifs sur les parts de SCPI qui vont être préconisées à leurs clients. Donc là, on va passer à la présentation, mais qui est juste un petit rappel d'Immorente avec quelques chiffres clés pour Immorente et Efimo. Mais vous l'aviez dit, bon, Immorente a été créé en 87. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a 3,3 milliards d'actifs gérés avec une belle répartition au niveau de la typologie d'investissement avec des bureaux, des commerces et aussi une bonne répartition géographique. Immorente, oui, ça fait partie des questions, que ce soit pour Immorente et Efimo. Vous en parliez tout à l'heure, il y a des évolutions sociétales et notamment, on sait que le télétravail va être poursuivi. C'est une véritable évolution importante dans notre façon de travailler. Il est donc à prévoir qu'il y aura peut-être des travaux ou des aménagements à faire au niveau des bureaux. Est-ce que globalement, les sociétés auront peut-être besoin de bureaux plus flexibles ou de bureaux plus petits également en termes de surface? Est-ce que là-dessus, vous constatez déjà une évolution? Oui, alors, ce n'est pas une évolution instantanée, mais il y a déjà des demandes qui nous sont apparues. Alors, je vais juste vous reprendre sur une chose, c'est que en fait, les bureaux vont pas être d'une taille plus petite. Il risque d'y avoir un peu moins de bureaux, mais plus grands, pour des questions de distanciation. Par contre, le télétravail a montré ses vertus et ses limites. Je pense que la crise du Covid a été un accélérateur puisque le télétravail existe depuis bien longtemps en France et existe déjà dans toutes les grosses entreprises. Il avait été quasiment jamais mis en pratique dans les toutes petites entreprises, très clairement. Et donc, en fait, les demandes qui commencent à apparaître, c'est les open space risquent d'être cloisonnés au minimum à mi-hauteur. Il n'est pas improbable que beaucoup de salariés aient envie de travailler une journée par semaine chez eux, chose qu'ils ne faisaient pas au préalable. C'est à peu près acté, puisque maintenant, il y a toute une série d'outils. C'est ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs, qui sont en train d'être mis en place. La contrepartie du télétravail, les premières études qui sont en train d'apparaître, montrent que ça pose, quand on le fait plus d'une journée ou de 2 jours chez soi, c'est qu'il y a un mélange des genres. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si on est au travail, à la maison, et le travail est en train de devenir une activité, je dirais, domestique parmi tant d'autres, comme on peut faire du bricolage, comme on peut faire du jardinage, comme on peut faire du ménage, ou comme on peut s'occuper, comment dire, de ses enfants. Et donc, c'est assez perturbant, et en plus, ça fait perdre un peu l'entité ou l'unité d'une entreprise, puisque ça devient une activité. Et à côté de ça, donc du coup, à côté des bureaux qui risquent d'être cloisonnés, séparés, on risque de voir fleurir, mais c'était déjà apparu, un certain nombre de points de type cafette dans toutes les entreprises qui vont se multiplier pour qu'il y ait des points de rencontre. Vous savez, souvent dans une entreprise, c'est qu'on rentre dans un bureau ou entre deux portes, qu'on se dit des choses qu'on ne se dit pas forcément en réunion et qu'on règle beaucoup de problèmes. Et tout ça, c'est une tendance à disparaître. Et je pense que le marché du bureau va se réorganiser comme il était déjà en train de le faire. Je vous rappelle qu'autrefois, il n'y avait pas d'informatique. Aujourd'hui, il y a de l'informatique. Et c'est un truc tout bête où il n'y avait pas de clim. Aujourd'hui, quasiment tous les bureaux de Sofidy
à chaque fois qu'ils se libèrent, quand il n'y a pas de clim ou d'informatique, et quand la réglementation au niveau local le permet, ben, on les équipe totalement. Donc sur le marché du bureau, on n'est pas très inquiet, bien au contraire, parce que ça va nous donner les moyens de mettre des bureaux un peu plus rapidement au goût du jour et voire éventuellement d'augmenter les loyers dès que les entreprises sont capables d'absorber ces hausses de loyers, dans la mesure où les loyers, comme je vous le rappelais tout à l'heure, quand on achète un local, c'est avec le loyer le plus faible possible pour avoir cette capacité d'amortissement à la baisse et d'accélérateur si jamais les marchés montent. Mais ce que vous dites sur le bureau peut aussi être envisagé sur le marché du commerce, puisqu'il faut savoir que tout le monde a été angoissé ces dernières années sur le e-commerce. Je vais vous citer 2-3 exemples qui sont très simples. Si on prend l'exemple de la FNAC, qui jusqu'à présent n'avait que des paquebots, c'est-à-dire c'était plusieurs étages, des milliers de mètres, voire des centaines de mètres carrés pour vendre. Aujourd'hui, la FNAC est quelqu'un qui est le plus gros faiseur Internet, alors que ce n'est pas un pure player Internet. Et depuis que la FNAC s'est mise à Internet, elle a doublé sa superficie en termes de mètres carrés physiques. Alors, ce n'est plus du tout les mêmes locaux. Ce sont des petites unités commerciales qui se trouvent dans les gares ou dans les centres-villes, où les personnes viennent chercher ce qu'ils ont commandé, où les personnes viennent le faire déposer pour le réparer, ou viennent acheter un casque quand ils sont achetés un baladeur ou un téléphone portable. Je vais vous donner un autre exemple. Le leader européen mandataire de voitures neuves, c'est Aramis. Aramis était un pure player Internet, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun local physique. Aramis, l'année dernière, a acheté une trentaine de locaux de plusieurs centaines par milliers de mètres carrés, puisque les gens sont arrivés à la deuxième étape de la vie d'une voiture, c'est-à-dire la revente. Donc il y a un marché d'occasion qui sont créés. Faire des formalités administratives, c'est devenu de plus en plus compliqué, comme dans tous les métiers d'ailleurs, au demeurant. Et donc du coup, on se rend compte que des gens qui font du pur Internet commencent à acheter du physique, et des gens qui faisaient que du physique, en faisant de l'Internet, commencent à acheter du mètre carré. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'effectivement, un bien immobilier, c'est vivant, nos habitudes de consommation changent, et le fait, quand on achète une part de SCPI morante, il y a 30 ans, il n'y avait que des petites boutiques de centre-ville, et c'était qu'en Île-de-France. Aujourd'hui, on est en Europe, on a également du bureau, on a un peu d'habitation, et on a ce qu'on appelle, nous, la boutique du dernier kilomètre, c'est-à-dire des entrepôts de proximité pour que les gens qui achètent sur Internet achètent assez rapidement. Et c'est cet accompagnement de nos habitudes de vie et de consommation et le fait qu'on achète avec des loyers peu élevés nous a permis d'avoir une performance. Je pense qu'une performance, vous aviez montré une courbe tout à l'heure, si vous pouviez la remontrer, que ce soit sur Immoron ou sur Efimo, nous a permis, vous voyez, la performance d'Efimo, elle est linéaire. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on a un local qui a été bien acheté, eh bien, on va avoir un loyer qui va être payé régulièrement. Et parce que le local est bien acheté, il est dans une bonne zone, et donc du coup, on aura un bon locataire. Et il faut savoir que contrairement à l'habitation en France, si jamais un locataire ne paye pas son loyer, et si ce n'est pas justifié, en général, il faut 3 mois pour le remercier. Et quand on le remercie, on retrouve un autre locataire avec souvent un loyer un peu plus élevé, puisque notre base de travail, c'est le loyer le plus faible possible. Et en général, quand on arrive au terme du bail, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche le loyer du prix du marché. C'est ce qu'on essaye de faire. Et donc là, vous voyez la courbe, je dirais, d'Efimo. Si on regarde l'année 2008, on se rend compte qu'il y a eu une crise et que nous, on ne l'a pas subie. Si vous regardez l'assurance vie, l'assurance vie, c'est un trait linéaire, mais c'est normal parce que c'est le fonds en euros. Donc le fonds en euros, c'est un capital garanti. Si vous regardez le livret A, vous voyez le spread ou la différence qu'il y a. Ça veut dire quoi? Qu'une SCPI, c'est de l'immobilier avec les avantages et les inconvénients qui sont en partie gommés. Et donc, c'est de la régularité avec très peu de risque de perte en capital puisque ce sont des biens tangibles et c'est de l'immobilier. Et si on peut regarder celle d'Immoron qui est beaucoup plus ancienne, là, on se rend compte qu'on a eu la crise immobilière dans les années 90, 92, 93 jusqu'en 97. Et ben, la valeur de la part et le dividende n'a jamais baissé.
Donc, globalement, l'immobilier, quand on sait qu'on investit pour plus de 8 ans, à moins d'un pépin dans la rue, reste un produit qui ne fait pas rêver en termes de performance à 2 chiffres, mais qui, en général, est très régulier et qui, pour les années à venir, on espère sortir, et c'est ce qui va se passer en tous les cas pour cette année, entre 4 et 5%, plus les plus-values, mais ça, les plus-values, je dirais, ça va dépendre de la conjoncture immobilière, en sachant que la conjoncture immobilière, elle est souvent instantanée sur la valeur du prix d'un bien, mais sur la valeur du loyer, les bails ou les baux sont plutôt sur une période de 9 ans. Donc, dessus, on a peu d'incidence sur le revenu qu'on va toucher. C'est une des raisons pour laquelle l'immobilier, notamment la SCPI, est un excellent produit retraite, comme le disait M. Lafont tout à l'heure. Sur ce que vous venons de la période particulière qu'on vient de vivre récemment, est-ce que vous aviez eu au global des actifs gérés, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez eu finalement de demandes de report de loyer et combien étaient recevables? Je connais les chiffres, hein, mais c'est simplement pour que ce soit évoqué auprès de nos… Alors, je vais vous donner les grosses fourchettes. Sur un peu moins de 6 000 locataires, on a eu… on a eu 1000 locataires qui nous ont demandé de regarder leur bail. Sur les 1000 locataires, on en a eu un petit peu plus de la moitié sur lequel il fallait faire quelque chose, et l'autre partie, ce n'était pas justifié. Alors, pour vous donner un exemple de ceux qui étaient non justifiés, par exemple, c'est la grande distribution. La grande distribution s'est très très bien portée pendant cette période. Ce sont des groupes qui sont assez solides, à part Casino, qui étaient déjà en souffrance. Mais donc, globalement, eux, ce n'était pas justifié. Et sur les autres qui restaient, où il y avait une discussion à avoir, ça représentait un peu plus de 10%, ou ça représente un peu plus de 10% de nos locataires. Sur les 10%, on peut penser qu'il va y en avoir 7% sur lesquels on va avoir certainement une perte de loyer sur 2 mois, voire 3 mois. D'accord? Donc 7% sur 3 mois, 7% des loyers, alors que le dividende est de 4,5, ça représente 0,4, quoi. Ça veut donc dire que par rapport à l'année dernière, c'est pour ça qu'on est à peu près sûr de faire on est même quasi sûr de faire du 4,10 sur Immorente pour l'année prochaine, d'autant plus qu'on a un report à nouveau, c'est-à-dire des loyers qu'on a mis de côté depuis 30 ans qui n'ont jamais été distribués et qu'on pourrait et qu'on va certainement aller toucher. D'ailleurs, le deuxième trimestre va tomber là en fin du mois de juin. Et donc, on va verser à quelques centimes près le même dividende que l'année dernière. La seule différence qu'il y a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les avantages et les inconvénients de la SCPI, c'est que là, c'est un travail titanesque parce qu'on a et on va voir physiquement tous les locataires sur lesquels il y a un sujet. Pour savoir, vous êtes en bord de mer, je m'excuse de l'expression, mais c'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui se baignent nus. Et en fait, il y a des locataires qui étaient déjà fragiles. Sur cela, c'est un peu compliqué. Je vais faire un peu dans le cynisme. Si jamais ils étaient déjà fragiles et si on sait que, on ne va pas recouvrer les loyers, mais que de toute manière, on ne va rien changer, sur cela, on va être un peu difficile et un peu dur avec eux. Par contre, ceux sur lesquels c'est vraiment la crise sanitaire qui est en train de se déployer et d'avoir des effets secondaires, sur cela, on a déjà pour beaucoup plus des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire de l'étalement des loyers non payés d'ici la fin de l'année ou sur 1 an ou sur 2 ans ou sur la durée du bail restant à courir. Ça veut donc dire que ce n'est pas des loyers perdus. On estime les loyers qui vont être perdus à 7% sur les 2 mois qui viennent de se passer, voire le trimestre. Ce qui veut donc dire un impact relativement faible. C'est peu, c'est vraiment peu. Avec un rendement globalement, sans parler même d'Immorente ou des FIMO, mais sur des rendements à 4,50 face à des fonds en euros qui, cette année, à mon avis, péniblement vont sortir 1,50. Oui. Est-ce que les gestionnaires de SCPI, donc vous-même, êtes-vous en capacité d'absorber des flux de collecte très très importants, parce qu'il est à prévoir, bien sûr, qu'il puisse y avoir des retraits ou des arbitrages des fonds en euros. Comme je vous disais tout à l'heure, on est quand même sur un stock
de 1000, admettons sur les fonds en euros, il y a 1400 milliards de capitaux sur les fonds en euros, pendant que l'ensemble des SCPI en France en gère 65. Donc, que se passerait-il si il y avait, est-ce que vous pouvez absorber Non. 20 milliards d'euros? Enfin, non, impossible. Impossible, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si jamais plus on achète d'immobilier, moins on achète de bon immobilier. Alors pour moi, le bon immobilier, le premier critère, et je ne cesserai de le dire, c'est avec un loyer très faible. Mais plus il va y avoir d'afflux, plus il va y avoir de personnes qui veulent acheter le même bien immobilier, ça va faire monter le prix du bien immobilier. En même temps, dans une période où des gens, on le voit déjà, ont du mal à accepter des augmentations de loyer. Donc, on va sortir d'une cohérence économique, si vous voulez. Il faut que le loyer, le taux d'emprise d'un loyer doit permettre à une entreprise de pouvoir bien vivre et de pouvoir développer son activité. Mais si jamais les prix des biens immobiliers montent énormément et que les loyers restent relativement faibles, ça va présenter une dégradation de la performance. Donc, très clairement, on ne sera pas capable d'absorber, s'il y avait un transfert des fonds en euros sur l'immobilier, sur des parts de SCPI. D'ailleurs, ça serait un non-sens. Et même quand nous, on était capable de l'absorber, on ne l'a jamais voulu pour d'autres raisons qui sont des problèmes de liquidité des parts de SCPI. Justement, c'était un sujet que je voulais aborder avec vous. Bon, nous, en tant que professionnels, on connaît les réponses, mais c'est une question qui nous est posée au préalable de l'investissement, question souvent posée par nos clients, qui est la question de la liquidité. Immorente a connu déjà, peu de temps après sa création, la crise de l'immobilier que tout le monde a oublié du début des années 90. Et en effet, c'est la question de la liquidité. Comment faites-vous pour bien gérer la liquidité des SCPI? Alors, petit rappel, la SCPI, ça reste de l'immobilier, c'est plus souple, mais ça reste de l'immobilier. Alors, comment est-ce qu'on fait? On a l'obligation statutaire et on est vérifié tous les trimestres par l'AMF. Quand un client veut vendre ses parts, on les remet sur le marché. Et donc, il faut qu'un autre client les achète. Ça, c'est un point important. C'est une des raisons pour laquelle on ne veut pas de gros porteurs de parts. C'est-à-dire qu'on n'a pas de risque que demain, il y a un porteur, comme vous disiez, qui représente 10 millions d'euros et qui ressorte demain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on est capable de gérer les flux entrants, c'est-à-dire qu'on est aussi capable de gérer les flux sortants, c'est-à-dire qu'on travaille quasi exclusivement qu'avec des conseillers en gestion de patrimoine. Ça veut dire que c'est un produit, je dirais, qui n'est pas vendu au guichet, et donc c'est un produit qui est conseillé, et qui est conseillé en fonction de la situation du client. Donc, en général, les gens qui achètent des parts de SCPI, ils savent pourquoi, pour quel objectif et pour quel horizon de placement. On n'est pas dans un guichet de banque où la banque va faire une campagne et tout vendre, et puis quand le client a besoin, il n'a plus le même conseiller, et puis le nouveau va lui dire vendez parce que c'est une campagne sur un autre type de produit. Le troisième point, c'est qu'on refuse d'avoir des gros partenaires qui vendent beaucoup de parts de SCPI. C'est-à-dire qu'on travaille avec des assureurs, on travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine. On n'a pas un conseiller qui est capable de nous faire 15 ou 20 millions de collectes dans l'année. Et on ne le souhaite pas. On plafonne les souscriptions. Et l'autre point, qui est relativement important, c'est que les parts de SCPI sont logées aussi, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Monsieur Lafond, dans des contrats d'assurance vie. Et quand les loyers tombent, soit le client peut les reprendre pour avoir des revenus avec une fiscalité bien plus favorable, mais dans 80% des cas, aujourd'hui, les loyers tombent dans l'enveloppe assurance pour acheter des parts. Et rien que ça, quand l'année commence, fait qu'on éponge notre marché secondaire. C'est-à-dire que ça permet de compenser les sorties. Et en fait, c'est toutes ces petites mesures, pas de grosses souscriptions, pas de gros distributeurs, le réinvestissement du dividende dans les contrats d'assurance vie sous forme de rachat de parts, plus le fait qu'on a une partie qui est achetée à crédit, une autre en comptant, une autre en démembrement, une autre en assurance vie, ça fait qu'on n'a jamais de sortie massive instantanée. Le seul risque qu'il y aurait, c'est que si jamais, pour des raisons de conjoncture, aujourd'hui, tout le monde viendra acheter des parts de SCPI, on pense que d'une manière quasi identique,
tout le monde pourrait sortir pour les mêmes raisons, et non pas parce que la SCPI correspondait aux besoins de la personne, mais uniquement parce que c'était le bon produit du moment. Si je prends notre exemple, je vous garantis depuis toujours que notre approche des SCPI, elle est excessivement claire avec nos clients. C'est un horizon, je donne même pas un horizon à 10 ans, c'est conserver vos parts de SCPI toute votre vie durant, et voire même à ce qu'un jour celles-ci soient transmises voilà, par donation ou par décès, à ce qu'elles aillent entre les mains de vos enfants ou de vos petits-enfants. C'est vraiment la classe d'actifs sur laquelle on ne fera jamais de retrait. On a déjà du fonds en euros, nos clients ont avec nous des sommes importantes sur des fonds en euros. Eh bien, lorsqu'ils ont besoin d'argent, on fait les retraits sur le fonds en euros. Si un jour il n'y avait plus de fonds en euros, eh bien, on fera des retraits sur des OPC, mais on gardera, quoi qu'il arrive, les parts de SCPI. C'est un actif tangible, diversifié. Et je pense que notre profession, globalement, a la même approche. C'est essentiellement pour ça qu'on travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine, parce que la qualité du conseil a une valeur ajoutée qui est sans commune mesure avec les réseaux bancaires, ça c'est certain. Mais là où vous avez complètement raison, et c'est une de nos inquiétudes en ce moment, c'est quand on regarde une part de SCPI qui l'année dernière a fait du 4,5, et quand on regarde les fonds euros qui vont faire du 1,5, c'est-à-dire qu'un trimestre, 3 mois, 2 mois et demi représentent la performance d'une année d'un fonds en euros. Donc la tentation est très forte d'arbitrer les fonds en euros sur des parts de SCPI, mais ce n'est pas le même objet. Oui. C'est la raison pour laquelle on voit fleurir depuis une dizaine d'années, et notamment nous on en a créé une, plutôt une SCI qui, elle, pilote la liquidité au travers de plein de SCPI et au travers de foncières, non cotées d'ailleurs, de manière à ce qu'il n'y ait pas, de manière à gérer l'horizon de placement beaucoup plus court, avec une volatilité qui est proche de celle du fonds en euros et qui permet d'être beaucoup plus libre avec une performance un peu moins grande. Notre SCI, elle fait à peine du 4%, mais elle est beaucoup plus simplement et rapidement disponible. C'est un produit intermédiaire c'est un produit immobilier mais intermédiaire entre la SCPI et le fonds en euros. Mais c'est un vrai sujet. Un afflux de collecte, on ne pourra pas l'absorber. Est-ce qu'il est prévu quelques investissements informatiques pour l'UNEP? Globalement, on le sait, hein, quand on souscrit du multi-sélection plus, on met majoritairement des SCPI gérés par Sofidy. On peut mettre aussi des parts de SCI. On va mettre un tout petit peu de fonds en euros, mais le moins possible. On peut bien sûr compléter ça de quelques OPC et du fonds Russia Global, mais on remarque globalement que les délais d'arbitrage, alors on ne va pas arbitrer les SCPI, hein, là je parle uniquement pour les OPC, c'est que les délais d'arbitrage sont longs. Alors ça vient d'évoluer maintenant, puisque vous nous avez permis pendant quelques temps, et puis que ça puisse durer, qu'on puisse faire des arbitrages de façon digitalisée. Mais on est quand même sur des délais d'exécution qui sont relativement longs. Donc notre question est de savoir si vous prévoyez quelques développements informatiques ou sinon également, c'est un point numéro 2, avec les clients peuvent sur LifeAssure peuvent consulter les avenants des différents documents, que ce soit un versement, un retrait, un arbitrage. Et sur LifeAssure, il y a un décalage important. Pour un exemple, un client a mené un arbitrage le 14 avril, enfin avec une date d'effet au 14 avril. On ne pouvait visualiser le document que le 25 avril. Bon. Alors, je vais répondre assez rapidement, précisément à votre question. Pendant que je vous parle, il y a une autre réunion. Les développements, en fait, là, c'est le recettage. Le recettage, ça veut dire que on est en test sur les arbitrages en ligne, mais pas sur LifeAssure, sur notre propre outil de gestion et sur la signature électronique. Ça veut dire que, les souscriptions en ligne, normalement, j'espère, au mois de juillet, au pire, au mois d'août, seront possibles, et que dans la foulée, avant ou après, parce qu'on ne sait pas, comme on est en recettage, on ne sait pas quel bug on va rencontrer sur le parcours UX, enfin sur le parcours client. Mais donc, effectivement, les développements ont été commandés, ils ont été payés à 60% et ils sont en phase de recettage. Donc, la livraison de la V1, de la version 1, devrait intervenir
définitive. RECT devrait intervenir dans les semaines, je ne parle pas des mois, dans les semaines qui viennent. Alors par contre, il faut quand même savoir une chose, en ce qui concerne les arbitrages dépendent des conditions générales du contrat. C'est-à-dire qu'il y a des dates, J plus 1, plus 2, plus, etc. sur les contrats. Et donc là, ça va nous imposer de faire une modification des conditions générales du contrat pour s'adapter à la nouvelle technologie. Et comme ce sont des contrats associatifs, tous les contrats vont en bénéficier d'une manière instantanée. Mais pour ça, les modifications des contrats, des conditions générales doivent être validées en assemblée générale de l'association. Tout à fait, nous sommes bien d'accord. Un dernier point, et ce qui est parfait, c'est qu'on aura tenu le timing d'1 heure. Eu égard à la collecte que vous avez eue depuis le début de l'année, qui est quand même forte, que ce soit sur Immorente ou Efimo, est-ce que ce qu'on est, je le répète, en train de vivre quand même un certain nombre de problèmes sur le plan économique, est-ce que toute cette collecte et les capitaux que vous avez à investir, est-ce que dans le contexte, avez-vous des opportunités, allez-vous avoir des opportunités d'investissement pour vos SCPI phares? Ce sera la dernière question. Alors, au jour d'aujourd'hui, non. Très clairement, non. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. On a gelé tous nos investissements à partir de fin mars. Sauf ceux où on était à une semaine de la signature. C'est-à-dire que, par exemple, on a quasiment 150 millions de cash sur Immorente. C'est quand même beaucoup. Oui. Et on s'est dit, d'abord on les gèle parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et puis on s'est dit, ils vont baisser. Donc, on a refait là, des propositions ce mois-ci avec des prix à la baisse. Elles n'ont pas été acceptées, mais il y a même des biens qui sont partis au prix auquel on l'avait proposé. Ça veut dire que déjà, soit on achetait bien, soit on ne verra pas de baisse. Mais en tous les cas, pour l'instant, on ne voit pas de baisse sur les propositions qui nous arrivent. Alors, peut-être qu'il faut attendre que les vacances passent et que les choses vont on va voir un peu plus clair dans le bilan des entreprises ou d'un certain nombre plutôt de commerçants. Mais on ne voit pas pour l'instant de baisse significative, même pas rampante sur les biens immobiliers. Par contre, on s'est retiré d'acquisition. On devait acheter en Angleterre, on ne le fait plus. On devait acheter en Italie, on ne le fait plus. On devait acheter en Espagne, on ne le fait pas. Parce que là, on a un total manque de visibilité, aussi bien sur l'économie que sur la crise sanitaire. Donc, du coup, sur la France, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On ne pourra pas absorber beaucoup de collecte. Ça, mais avec 150 millions d'euros, 150 millions d'euros de cash d'Immorente, est-ce que du coup, on n'a pas, me vient une dernière question, est-ce qu'on n'a pas un risque que vous nous disiez temporairement les portes de la SCPI sont fermées? Écoutez, non, parce qu'on a quand même gelé un trimestre d'investissement. Soit les biens immobiliers peuvent baisser et à ce moment-là, on va se précipiter et peut-être qu'on n'aura pas assez d'argent parce que ce n'est pas tous les jours. Depuis 2008, on n'a pas eu souvent l'occasion d'acheter des biens pas trop chers, on va dire. Soit ils ne baissent pas et puis on va reprendre notre rythme régulier en sachant que l'année dernière, au global, on avait investi aux alentours des 300 millions, 280 millions sur plus la dette. On avait investi dans les 350 millions sur Immorente. Cette année, on a fait qu'un quart du chemin. Donc, on va avoir de quoi trouver suffisamment. Et il n'est pas non plus incertain. Vous savez, en matière d'immobilier, il y a ce qu'on appelle les externalisations, qu'un certain nombre d'entreprises, pour continuer à se développer, se dessaisissent de leurs biens immobiliers, qu'on achète des beaux portefeuilles. Et notamment les foncières cotées de type Unibail ou Clépierre qui vivent des périodes plus compliquées que la nôtre. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier vivement d'être intervenu aujourd'hui en votre qualité d'expert. Il nous apparaissait là aussi important de faire le point sur une classe d'actifs pour laquelle nous sommes convaincus qu'il y a lieu encore aujourd'hui et demain d'investir. Donc, que vous soyez intervenu directement et sans filtre
directement auprès des clients était une chose à la fois importante et intéressante. Donc, je vous remercie vivement. Et chers clients, nous vous donnons rendez-vous donc prochainement. À nouveau, nous mènerons un rendez-vous expert, très probablement sur la classe d'actifs des produits structurés. On vous souhaite à tous une très bonne journée et portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup à tous.